Décembre 2015, à l'est du Cap Corse. À bord de leur bateau, l'André Malraux, les archéologues français du DRASM, département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, sont en mer pour une mission d'exploration. À leur tête, Michel Lourd, directeur du DRASM, et Franca Sibecchini, son adjointe. Ils effectuent une plongée à 300 mètres de profondeur avec le robot Perseo équipé de caméras. Leur objectif, étudier pour la première fois une épave localisée quelques mois auparavant. Un site dont l'état de conservation est exceptionnel et où des centaines d'amphores sont encore là. Typiques de celles utilisées pendant l'Antiquité pour transporter du vin, les amphores semblent être presque restées dans la position qu'elles occupaient à l'époque à l'intérieur de la cargaison du bateau. Nous avons tout de suite vu qu'il s'agissait d'un des rares épaves intactes à grande profondeur. Moi, dans ma carrière, en plongée, je n'ai vu qu'un seul épave encore largement intacte et c'était déjà exceptionnel. Et c'est vraiment difficile aujourd'hui de pouvoir avoir presque le privilège de plonger, même si à travers un robot, sur une épave qui est encore avec son tumulus complètement dans sa position originale. On voit les centaines d'amphores qui sont transportés dans ces bateaux et encore dans leur position de chargement, même si clairement une fois que les bateaux en bois s'est dégradé. Alors la passerelle. La passerelle, bien sûr. La passerelle. Avec la montée. Ah, c'est la bordure. Une bordure. À l'intérieur de la cabine de l'André Malraux, les membres de l'équipe prennent vite conscience, au vu des premières images, qu'ils sont face à une épave rarissime. Et là, c'est vraiment... Là, on fait les limites. le site est totalement vierge, il n'a pas été touché. Depuis le jour où il a touché le fond de la mer. Ce qu'on a, c'est juste le fait que la coque s'est rompue, que tout s'est étalé. Il n'y a pas de passage de chalut, il n'y a rien. Tu les prends tout seul, Denis ? Okay. Les amphores de la cargaison constituent un tumulus au fond de l'eau. Elles étaient peut-être stockées dans la cale du bateau sur plusieurs couches. Impossible pour l'instant de savoir précisément combien d'amphores transportait le navire, mais sans doute plusieurs centaines. Très belle épave, très homogène, qui transportait clairement des amphores de type gréco-italique. Et donc nous sommes plus ou moins dans la première moitié du XIIe siècle avant Jésus-Christ. La forme des amphores est caractéristique de celle que l'on définit sous le terme gréco-italique. Ces amphores étaient utilisés entre 300 et 150 ans avant notre ère pour transporter du vin. Pour préciser leur origine et la date de leur fabrication, les archéologues vont tenter de prélever un premier vestige sur le site. On se peut les chier des fois. Vous voulez remonter quelque chose, en fait, ou quoi? C'est vrai qu'un petit col serait tout bien. C'est bon. Un petit col rapide. Ça devient gourmand. Rapide. Mais on ne sait même pas lequel. On prend les premiers qu'on trouve. Ok, retourne sur le site. Go back. Nino pilote les déplacements du robot, alors que Jérôme s'occupe de son bras articulé, équipé d'une pince capable de saisir les objets. Les amphores qui sont restées intactes après le naufrage sont remplies de vases après des siècles passés sous l'eau. Elles sont donc beaucoup trop lourdes pour le robot, qui serait incapable d'en remonter une jusqu'à la surface. Parce qu'il y a peu de place entre l'anse et le col. Il faut vraiment que tu glisses comme ça. Franca et Michel localisent donc une première amphore cassée en deux. Les pilotes vont tenter de se saisir de l'anse avec la pince du bras articulé. I have something under the ROV because it's not stable. I'm pushing to the... Tu peux peut-être la prendre en bas, non? Si, mais on va essayer de On va essayer de le prendre en naviguant. Come on. L'opération est délicate. L'amphore n'a pas été déplacée depuis le naufrage du bateau et chaque mouvement brusque peut risquer de la détériorer.
C'est vrai que généralement, ce que je te disais, elle va lâcher, elle est prise au bout. Ok, let's. So we can't. We can, but we need the one. Le vestige est mal retombé. Il est à présent inaccessible pour la pince du robot. Quelle déception. Can we search for something better, something easier? Franca et Michel repèrent alors un autre fragment d'amphore qui pourrait s'avérer précieux pour faire avancer leur enquête. C'est plus difficile quand il y a moins de place. Ah tiens, c'est là aussi qui semble cassé, qui est pas mal. J'ai choisi une colle avec un fragment bien visible des lèvres parce que c'est la partie de ce type d'amphore qui nous donne plus d'informations chronologiques et qui pouvait me permettre de dater de manière un peu plus précise l'épave. Comme d'habitude, c'est avec un fragment de céramique que je peux réaliser des analyses pétrographiques qui vont me donner, dans ces cas, la confirmation de l'origine de la cargaison. Le col d'amphore est enfoui sous la vase, mais légèrement séparé du reste de la cargaison. Ah, tu l'as pas de devant, tu l'as pas. Tu l'as lâché. Il sera donc peut-être plus facilement accessible pour le robot. Cette fois-ci, l'opération de prélèvement est réussie. Après plusieurs siècles passés sous l'eau, le col remonte vers la surface. Pour le réceptionner, Federico Sada se prépare à plonger. Après 65 minutes de montée, le robot arrive enfin à la surface et le col d'amphore peut être récupéré par le plongeur. Le vestige est immédiatement confié à Michel Lourd. Le col d'amphore est envoyé à Claudio Capelli, un expert des céramiques anciennes. En comparant la pâte utilisée pour fabriquer l'amphore avec des échantillons de pâte d'autres amphores déjà identifiés, il peut alors déterminer dans quel endroit elle a été produite. Je pensais déjà à l'Italie, à la côte tyrrhénienne de l'Italie, mais ces amphores ont été produites et imitées aussi ailleurs. Donc c'est que grâce aux analyses pétrographiques des pâtes que je peux savoir la zone plus précise et si j'ai de la chance, des ateliers déjà connus, précis. Grâce à l'analyse de Claudio Capelli, on peut aujourd'hui dire que cet amphore a été produit, disons, entre la Toscane méridionale, plus probablement les nord du Latium et la baie des Naples. C'est vaste, mais c'est quand même moins vaste que toute la Méditerranée. Après la plongée de 2015 et compte tenu de la rareté de l'épave, l'équipe des archéologues décide de retourner sur le site un an plus tard pour continuer l'enquête. Cette fois, ils vont effectuer ce qu'ils appellent une couverture photogrammétrique du site. Cette technique de prise de vue consiste à effectuer des milliers de clichés grâce au robot sous-marin selon une trajectoire très précise qui permet de couvrir toute la surface de l'épave. Après un traitement informatique, il est alors possible d'obtenir une vue du site dans son intégralité et d'en déduire plusieurs informations chiffrées. Le navire devait mesurer environ 23 mètres de longueur. Et le jour de son naufrage, on peut estimer qu'il transportait environ 1 millier d'amphores à vin. Une fois la couverture photogrammétrique réalisée avec succès, Franca décide alors d'effectuer un ultime prélèvement.
À cette occasion, on a aussi décidé de prélever une amphore presque complète. Donc on a bien choisi notre pièce, c'est-à-dire un amphore qui n'avait pas le fond et donc qui n'était pas rempli de vase, donc qui était plus légère et qui était positionné d'une manière telle qu'on pouvait facilement prélever l'amphore grâce à son anse sans la casser. Et effectivement, on a bien reçu le coup, dans le sens que l'amphore est arrivé intact à la surface. Voici l'amphore quasi complète prélevée sur l'épave en 2016. En analysant avec précision ses caractéristiques, les archéologues vont pouvoir la comparer avec d'autres pour préciser sa date de fabrication. On a toute notre série d'épaves bien connues et des fouilles terrestres avec ce type d'amphore qui nous permet d'être plus précis dans notre datation par comparaison morphologique, c'est-à-dire la forme précise de la lèvre, des anses, de l'allure de la panse. Et nous sommes effectivement très vraisemblablement dans un tout petit fourchette entre 180 et 170 avant Jésus-Christ. Grâce à l'analyse de l'amphore, la chronologie du naufrage a été réduite à une période d'à peine une dizaine d'années. Mais l'enquête ne va pas s'arrêter là. Sur la base de l'anse, les archéologues vont découvrir un timbre, quelques lettres laissées par le fabricant pour signer sa production. On arrive déjà à lire les premières lettres, S.A., qui probablement sont les initiales d'un homme, probablement dans ces cas un esclave en affranchi qui a produit l'amphore. Et vu que toute la cargaison est clairement très homogène avec exactement les mêmes types d'amphores, on le voit très bien grâce à la photogrammétrie, on peut dire que c'est une cargaison homogène qui a été chargée dans un seul port grâce à la production d'un seul atelier, donc probablement d'un seul producteur de vin. Nous sommes vraiment au début du grand commerce du vin italique de la côte tyrrhénienne vers la Gaule. L'enquête des archéologues permet de tirer les premières conclusions sur l'histoire de l'épave. Le navire a fait naufrage entre 180 et 170 avant Jésus-Christ. Il provenait d'une zone située entre la Toscane et la baie de Naples, une région d'Italie grande productrice de vin dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui exportait sa production dans toute la Méditerranée. Ça rentre dans les grands commerces du vin produit sur les côtes tyrrhéniennes de l'Italie vers la Méditerranée occidentale, principalement la Gaule du Sud, donc la France méridionale, et une partie de l'Espagne, en particulier la Catalogne. C'est un commerce qui commence, disons, à être important entre 260 et 240 avant Jésus-Christ et qui se développe vraiment à partir du 240 et qui prend de l'ampleur parce qu'il accompagne un peu l'expansion militaire romaine dans la Méditerranée. Au fur et à mesure que Rome conquit de nouvelles régions, avant tout l'Espagne, après la Gaule, etc., il impose presque les produits de la côte tyrrhénienne italique. Mais l'expansion de ce commerce va pourtant se réduire dès le 1er siècle de notre ère et les exportations de vin italien vers la Gaule vont s'arrêter. Pour comprendre la fin de cette première route du vin, c'est à nouveau en mer que les archéologues vont chercher des réponses. Après leur plongée sur la première épave, les experts du Drasme s'apprêtent à explorer une deuxième épave, détectée grâce à un sonar, et située cette fois à l'est du village de Massinaggio. Le robot va plonger à 300 mètres de profondeur. Il a été éclaté. Ah ouais, il a été chaluté. Si, lourdement aussi. Oui, beaucoup. Ouais. En arrivant sur le site, les archéologues découvrent une importante cargaison d'amphores ravagée par le passage répété des chaluts, les filets de pêcheurs en eau profonde.
Ils ont même perdu des filets, ils ont tout cassé, la partie superficielle, et ils ont tout étalé l'épave. Malgré la destruction du site, Franca parvient à identifier les amphores qui composaient la cargaison. Exact, viens voir là, où il y a tous les amphores entières. Pour l'instant, je n'ai vu que des gauloises, 4. C'est que des gauloises 4, c'est bon, hein? C'est incroyable, hein? Des amphores de type gauloise 4. Des amphores à vin produites en Gaule du Sud, souvent retrouvées sur des sites de fouilles à terre et jusqu'à présent qu'en très petite quantité sur des épaves sous-marines. C'est vrai que malgré la destruction partielle du site, ça reste une épave exceptionnelle parce que c'est une des rares, presque unique, qui nous conserve une cargaison de gauloise 4. C'est des amphores fragiles. C'est des amphores qu'ils ont optimisés au maximum. Alors, dans cette période, les potiers de la Gaule du Sud, ils ont vraiment trouvé un ratio poids de l'amphore, poids de contenu, idéal, parce que c'est des amphores très légères qui pèsent une dizaine de kilos et qui peuvent transporter jusqu'à 40 litres de vin. Ça peut pas sembler énorme, mais si on pense qu'une amphore Dressel 1 pèse 26 kilos et transporte 26 litres de vin, on voit bien qu'avec les amphores gauloises, on gagne énormément un volume de vin transporté par rapport au poids de l'amphore, du conteneur. Mais ça a un prix, c'est des amphores qui sont très fins, mais qui se cassent très facilement. Mais pour cette mission, la légèreté des amphores va être un atout pour les archéologues. Cette fois, ils vont tenter de prélever à l'aide du robot une amphore entière. Pour y parvenir, les pilotes vont d'abord devoir réussir à faire passer la pince du robot à l'intérieur de la petite anse de l'amphore. Doucement, attention au pingulaire. On attend qu'elle revienne. Alors, tu veux vraiment, tu restes là, quoi. Ok, là, c'est bon. Non, Si, attends, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Deuxième étape, ils doivent aller la déposer dans la caisse de prélèvement descendue depuis la surface. Mais la caisse est trop petite. Le robot doit donc la remonter lui-même jusqu'au bateau. Tu l'avais tous les combien de mètres? Hein? Tu veux la profondeur tout combien de mètres? Sur l'André Malraux, Franca a quitté la cabine pour rejoindre le pont arrière et attendre l'arrivée du robot. Michel, tu me donnes la profondeur du rove? 290 mètres pour le rove. Ok, 290 mètres. D'accord. C'est une manœuvre un peu délicate, mais ces amphores-là, elles ont les anses très résistantes, très bien attachées au col d'habitude. En effet, elle tient bien, elle est vide complète, donc elle ne pèse pas beaucoup, une dizaine de kilos, un peu plus peut-être. Donc dans l'eau, ça monte assez facilement, elle est assez légère. On a pris le risque d'essayer de la remonter comme ça directement par les roves. Après 45 minutes d'ascension, la Gauloise 4 se rapproche de la surface. Franck Bonnet, le plongeur, saute à l'eau pour la récupérer sur le robot. Et pour la première fois depuis 2000 ans, l'amphore remonte à l'air libre. Donc il n'a pas réussi à la mettre dans le sac. Parce qu'elle est trop grande, elle est large. Approche.
On s'est dit que peut-être, vu la légèreté de ce type d'amphore, on pouvait arriver à la transporter avec les roves. Et de fait, on y a réussi, l'amphore est arrivée intègre. Voici l'amphore gauloise 4, prélevée sur le site de fouille, l'une des rares intactes récupérées sur une épave sous-marine. Un vestige qui va permettre de faire avancer l'enquête des archéologues. Pour ce type d'amphore, la forme, les détails de la forme de la lèvre, des anses, de l'accrochage des anses au col et du fond sont très importants pour établir des comparaisons et chercher un atelier d'origine ou au moins une zone d'origine. La morphologie de l'amphore est comparée avec celle d'autres amphores retrouvées sur des sites de fouilles à terre et dont l'origine et la date de production sont connues. Dans ces cas, par exemple, notre amphore est très similaire aux amphores connus dans les dépotoirs d'Arles. Avec les amphores gauloises 4 d'un type assez précis, on peut proposer effectivement une datation qui ne devrait pas dépasser les premiers siècles après Jésus-Christ. Et donc on devrait être entre 60-70 et la fin du siècle. Les Gauloises 4 de l'épave datent donc de la fin du 1er siècle de notre ère. Mais l'analyse précise des images du robot sous-marin va permettre d'aller encore plus loin. Il y a un autre élément assez important sur cette épave, cette agglomération, cette concrétion qu'on voit dans la zone sud, mais assez centrale, 2 mètres par 4 environ. Et quand on a pu examiner plus attentivement les images, on a vu qu'il s'agit d'une concrétion de quelque chose qui avait de forme des barres à section plus ou moins carrée. Ça doit être du bois compressionné en fait. Hein, avec du fer. C'est moi qui suis parti en fait, c'est pas pris. Et effectivement, tout fait penser que ces gros blocs concrétionnés, c'est ce qui reste d'un transport de barres de fer. Donc des lingots de fer, qui est un autre des commerces de métaux bien attesté, en particulier par les épaves retrouvées au large de la Camargue. La présence des barres de fer est très importante parce qu'avec la forme des amphores, il nous permet de réduire à 2 les probables points de départ de ces bateaux. Et c'est-à-dire Narbonne, parce que Narbonne, c'est un centre très important de redistribution du vin gaulois produit dans cette région. Et c'est surtout un centre de redistribution des métaux pendant toute l'époque romaine, et en particulier du fer de la montagne noire. Mais il n'y a pas qu'à Narbonne, les petits bateaux qui transportent des barres de fer sont très connus en Camargue. Et donc Arles, c'est l'autre point de départ probable. Arles, c'est un des plus grands ports de l'Empire à ce moment-là. Et donc ça pourrait être l'endroit dans lequel et les amphores avec le vin gaulois de la gueule narbonnaise et le fer a été dans un premier moment stocké et après une cargaison a été recomposée et dirigée probablement encore une fois vers Rome. Mais la destination du bateau est un peu plus difficile à déterminer. Putain, c'est grand quand même, hein. Regarde Michel. Oui, mais on dirait du bois métallifié, mais sans que je comprenne, comme s'il y avait une masse, quelque chose de lingot qui s'était concrétionné. Mais si tu arrives à te mettre là, il y a un truc au centre, il y avait peut-être un chargement plus lourd, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'y voit même plus la forme, quoi. Qu'elles proviennent d'Arles ou de Narbonne, l'épave située au large du petit village de Massinaggio est donc une preuve historique majeure qui permet de localiser la route maritime empruntée par les navires chargés de vin gaulois. Avec le fait que Rome devient un empire, et un empire qui a désormais le contrôle de toute la Méditerranée occidentale et une grande partie de la Méditerranée orientale. Ça produit un changement dans les marchés, dans le sens que Rome, c'est une ville qui a plus d'1 million d'habitants, donc chiffre énorme, donc une population qui doit être nourrie, et elle devient de plus en plus un centre de consommation. Plus de 2 siècles séparent donc ces 2 épaves, situées tout près l'une de l'autre à l'est du Cap Corse. À elles deux,
Elle symbolise l'évolution du commerce du vin au temps de l'Empire romain. La production italienne a commencé à être distribuée vers la Gaule avant que le sens des routes ne s'inverse et que la production gauloise se mette à alimenter Rome et l'Italie. Aujourd'hui, Français et Italiens continuent de diffuser leur vin à travers le monde. Dans les profondeurs de la Méditerranée, les centaines d'épaves retrouvées par les archéologues sont les seuls témoins de ce vaste commerce, débuté il y a plus de 2000 ans, et qui a coûté la vie à des milliers de marins parcourant les mers pour que leur cargaison arrive à bon port.